Je vous propose qu'on passe le palier d'au-dessus. On a parlé de l'exercice coordonné. Maintenant, si on regarde plus largement concernant justement de manière générale tout ce qui est mis en œuvre par les pouvoirs publics, la régulation de cette offre, les outils, les démarches, je vous propose qu'on s'intéresse à ça. Et on va commencer par vous donner la parole, Monsieur Rousset. Merci. Oui, merci beaucoup. L'idée de cette intervention est de vous présenter les différentes catégories d'outils qui permettent d'essayer de lutter contre les inégalités territoriales de santé. Alors, à la suite de ce que Alexis Bouchalet a commencé à dire, d'une autre manière en partie, on peut isoler trois catégories, trois types d'outils. Le premier type d'outil, qui est finalement plutôt le dernier dans le temps, mais je vais l'évacuer, c'est les outils relatifs à l'accompagnement. Je vais l'évacuer parce que ça renvoie notamment au MSP dont on a parlé, donc je n'y reviens pas, mais ayez à l'esprit que c'est une catégorie en soi. Les deux autres catégories, qui sont historiquement les premières, sont les suivantes. La première, c'est la question de l'incitation. Alexis Bouchalet a commencé à en parler, c'est finalement comment je fais pour qu'un professionnel de santé, qu'il soit médecin ou pas, s'installe sur un territoire où il y en a besoin. Eh ben, l'incitation, c'est de différentes manières que ça peut se manifester, mais c'est des aides financières, des aides matérielles, pour donner envie à la personne de s'installer sur un territoire, tout en respectant sa liberté d'installation. Voilà, c'est, si je simplifie, la carotte. Alors ça se traduit par la dispense d'un loyer professionnel, la dispense d'un loyer d'habitation, des exonérations fiscales, des exonérations sociales, tout un ensemble de choses qui vont faire que la personne va se dire je vais m'installer. Ce sont des outils intéressants, mais la Cour des comptes nous le dit assez régulièrement, ça ne marche pas, ou ça marche peu par rapport à l'argent public investi. Bon, je donne un exemple un peu caricatural, mais quand même intéressant. C'est parfois les agences de recrutement qui vont, par exemple en Roumanie, essayer de trouver des médecins francophones qui seraient d'accord pour venir s'installer. Bon, tous ces éléments d'incitation, ils sont intéressants, mais en fait, ils sont réducteurs dans le sens où ce serait avoir une bien piètre image d'un professionnel de santé que de penser que quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers d'euros par-là suffisent à décider d'un choix de vie. Parce que si je viens m'installer, c'est avec femme ou mari et enfants potentiellement. C'est pas que pour travailler, c'est pour travailler et pour vivre. Et comme on l'a dit aussi, pourquoi irais-je m'installer, même avec des aides matérielles, dans un territoire dans lequel manifestement d'autres ne veulent pas s'installer? Moi médecin, moi kiné, moi pharmacien, je suis un citoyen comme un autre, et si vous ne voulez pas vous installer dans ce territoire, pourquoi moi le voudrais-je aussi? Donc l'incitation, c'est une vision intéressante, mais c'est une vision qui a certes le mérite de concilier l'accès aux soins, en tout cas dans l'intention, et la liberté d'installation, qui est facile politiquement, qui est coûteuse, mais qui ne marche pas forcément beaucoup ou pas assez. D'où la deuxième idée, la deuxième catégorie, qui est la coercition. C'est plus la carotte, mais c'est le bâton. Alors, ça se manifeste de différentes manières. On dit souvent, oui, ce seraient des nouveaux outils, mais en réalité, le bâton, on le connaît depuis bien longtemps, puisque les pharmaciens ont été les premières professions de santé, certes particulières, à connaître cette régulation et cette coercition, puisque c'est le maillage officinal, le maillage territorial, qui date quand même de 1941. Ça fait longtemps. Alors après, bien sûr, en 1941, quand on a mis en place le maillage territorial, on l'a mis en contrepartie du monopole pharmaceutique. Donc oui, ça ne me dérange pas forcément beaucoup qu'on me dise où je dois ouvrir mon officine à partir du moment où j'ai un monopole de vente à destination du grand public. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'a pas attendu le conventionnement sélectif qui concerne les kinés, les infirmières et bientôt les chirurgiens dentistes dont parlait Alexis Bouchalet pour appliquer la notion de coercition. La coercition, soyons clairs, c'est beaucoup plus compliqué politiquement. Parce que manier à l'égard de certaines professions de santé, pour dire clairement les choses, c'est plus difficile avec les médecins, on peut le dire en toute simplicité. Et voilà, et politique. On le dit en toute neutralité, bien évidemment. C'est pas une charge contre les uns ou pour les autres que de dire ça. C'est beaucoup plus compliqué de manier le bâton parce que je porte atteinte à la liberté d'installation. Et pour quel résultat
Pour autant, pour ne pas parler trop longtemps, je voudrais juste dire 2 choses sur cette coercition. Moi, je n'ai pas de problème avec la coercition. Non pas par nature, mais tout simplement parce qu'on est face à des professionnels de santé, si on parle des professionnels libéraux, dont la patientèle est solvabilisée par la collectivité. Un médecin avec lequel on travaille par ailleurs dans d'autres cadres a pu dire, et seul un médecin peut dire ça, qu'un professionnel de santé libéral, c'est un fonctionnaire déguisé. Et je le dis en étant fonctionnaire, donc j'ai un rapport à la fonction publique décomplexé. Mais oui, et ce n'est pas insultant, me semble-t-il, un libéral, c'est un fonctionnaire déguisé. Donc à partir du moment où les pouvoirs publics demandent et imposent une installation, à partir du moment où la patientèle est solvabilisée par la collectivité, je ne trouve pas ça totalement farfelu non plus. Il ne faudrait pas vouloir bénéficier que des avantages de la liberté et pas des inconvénients ou des effets de la liberté. Alexis, n'essayez pas de me jeter quelque chose au visage quand je dis ça, s'il vous plaît. Non, je le taquine, je suis son directeur de thèse, donc je peux me permettre. Le deuxième élément que je voulais vous dire, sans soulever trop de révolte quand même, c'est de dire que j'ai rien contre la coercition, mais il faut savoir à quoi on joue si on l'utilise. Parce qu'il ne faudrait pas remplacer un problème par un autre. C'est-à-dire que si on a de moins en moins de gens qui veulent s'installer en libéral, si on a de moins en moins de gens qui choisissent la médecine généraliste, peut-être que la coercition va avoir éventuellement l'effet de lutter contre certaines inégalités territoriales, mais l'effet contre-productif est bien d'avoir de moins en moins de gens à qui appliquer cela. Et donc le risque, c'est qu'à vouloir régler un problème réel qu'est le désert médical, je risque de favoriser ou de renforcer un autre problème qui est le nombre insuffisant de professionnels de santé sur le sujet. Donc le bâton, ça ne se manie jamais innocemment, il faut savoir imaginer, les retours de bâton. Je n'avais pas prévu cette mauvaise blague, mais il faut faire attention à ça. Merci beaucoup. On voit donc justement peut-être que ces 3 outils vont être essentiels. Je vais vous laisser avant toute chose la parole, Madame Reynaud, si vous pouvez transmettre le micro à Madame Reynaud avant toute chose. Merci. Après, je m'adresse à vous, bien entendu. Du coup, pour faire écho à l'intervention précédente, du coup, nous, c'est vrai qu'on est surtout sur les leviers incitatifs. Comme on l'a dit, le choix politique il a été fait de ne pas revenir sur tout ce qui était modèle de coercition. Je ne sais pas si vous avez entendu les débats sur l'engagement territorial qui avait été proposé sur la convention médicale précédente. C'est ce qui a fait capoter. Donc le choix des pouvoirs publics, c'est de continuer sur le dialogue en conventionnel avec les médecins. Donc aujourd'hui, on vient de signer une convention médicale. Et peut-être pour vous donner le message qui a été passé, en tout cas au niveau de l'assurance maladie, l'État aux professionnels de santé médecins, c'est de dire on continue avec vous comme ça et on continue à croire aux médecins traitants, mais ça ne peut se faire qu'au travers du partage des tâches avec les autres professionnels de santé. Il faut que vous jouiez de jeu. Et si demain, on ne voit pas un impact sur le nombre de patients médecins traitants que vous prenez en plus, parce que vous faites de la délégation de tâches et du coup, vous pouvez quand même continuer de suivre plus de patients parce que vous avez des relais. Demain, on va arrêter d'y croire aussi. Donc, on a aussi passé le message aux médecins qu'on va se revoir. On va se revoir en 2025. On va se revoir très périodiquement au niveau national. Et si on voit que ça n'a pas d'impact, tout ce qu'on met en place, parce qu'on va remettre une couche de financement très fort, demain, il y aura d'autres leviers qui seront portés. En tout cas, on croira moins et il y aura la délégation de tâches plus poussée qui sera projetée si les médecins ne jouent pas le jeu. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est toujours dans un espèce d'équilibre entre comment on les incite et comment eux bougent. Donc voilà, c'est très délicat, on marche toujours sur un fil et en tout cas aujourd'hui... La demande, ça a été plutôt de renforcer du coup les financements. Ils ont aussi fait face à l'inflation. Tout n'est pas rose pour eux non plus. Il y a eu une augmentation des charges. Donc là, il y a eu une augmentation
des tarifs, mais par contre, des contreparties qui sont demandées de plusieurs manières. Donc, ils ont plusieurs contreparties. Donc, déjà, c'est effectivement d'augmenter leur fil actif de patients médecins traitants. On leur demande aussi de revoir leur pratique médicale, parce que bon, voilà, ça dépasse complètement les inégalités de santé, mais il y a aussi un enjeu de renforcer la pertinence de ce qu'on fait au niveau médical. On prescrit trop d'antibiotiques, on prescrit trop de certains médicaments, on n'est pas sobre. Et en fait, demain, on remet en cause aussi tous ces traitements. Si on prescrit trop d'antibiotiques, demain, les antibiotiques n'auront plus d'effet. Donc voilà, je me suis un peu écartée du sujet, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, les leviers qu'on utilise, c'est encore des aides à l'installation renforcées et avec toutes les limites qu'on connaît là-dessus. Donc, il faut revenir pour moi à tout ce qui est transformation du système de santé. On mise beaucoup au niveau de l'assurance maladie sur tous ces dispositifs qui visent à gagner du temps médical. Donc on croit beaucoup dans les IPA, on croit beaucoup aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les assistants médicaux. Donc on dit aux médecins, ok, vous n'avez pas assez de temps, donc donnez toutes les tâches qui vous polluent, donnez-les à d'autres personnes. Donc on finance des assistants médicaux qui sont des personnes qui peuvent les aider dans les tâches administratives, dans préparer le patient, pour vraiment leur permettre de gagner du temps médical et de se concentrer sur leur expertise forte. Et ensuite, de pouvoir avoir plus de patients aussi, parce que le contrepartie du financement de l'assistant médical, c'est qu'on leur demande d'augmenter leur fil actif de patients médecins traitants. Donc, c'est pas juste donné. Et puis, l'aide est stoppée s'ils n'atteignent pas les objectifs qu'on leur a fixés. Voilà, donc il y a les IPA aussi. Donc, il faut dire aussi, dans le changement de pratique et de pratique de soins, un patient chronique, je ne sais pas, un diabétique, un insuffisant cardiaque qui est stabilisé, il faut qu'il puisse aussi passer par d'autres professionnels de santé que le médecin traitant. Le médecin traitant reste le coordinateur du parcours de soins, mais il faut que le patient puisse être suivi aussi par une infirmière en pratique avancée qui a toute compétence en fait dans l'appui, faire des diagnostics, pouvoir parfois moduler le traitement, parce qu'elles ont les compétences. On pense que le médecin a toute la compétence et l'expertise médicale. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Il y a plein d'autres professionnels de santé, on le voit. On parlait des pharmaciens, on peut parler des masseurs kinés. Il y a de l'accès direct auprès du masseur kiné maintenant. L'orthoptiste aussi. Donc on voit qu'il y a d'autres professions qui peuvent jouer le jeu de répondre aux besoins de santé des professionnels. Et ça ne doit pas nécessairement toujours passer par le médecin traitant, même si c'est lui qui garantit en tout cas la coordination et le bon suivi de pathologies parfois qui sont assez graves. Oui, on voit qu'il y a à la fois, il faut élargir un petit peu le champ de compétences, si je puis dire. Il y a, on le verra aussi peut-être dans un troisième temps, tout ce qui est mis en place, c'est du temps long, comment on évalue. Mais je vais d'abord me tourner vers M. Bertolini et M. Bidault pour voir ces outils qui sont déjà mis en place, si intrinsèquement, pour vous, ils garantissent justement une véritable réduction des inégalités. Et quelle démarche principalement, parce que je pense qu'on va en arriver là, mais quelle démarche premièrement il faut pousser et assez rapidement pour que les choses bougent? Concrètement, ce qui est existant à l'heure actuelle, en tout cas en tant que maison de santé, c'est très, très marginal. Si on va rester purement sur les incitations financières, si on parle de la prise en compte justement du territoire et le fait de faire participer les patients, on va être sur, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une prime annuelle de 1 000 euros pour organiser le travail et la prise en compte de la vie des patients. Le fait de travailler, l'incitation forte sera par contre sur le fait d'augmenter la file active, effectivement, ou le nombre de patients médecins traitants. Là, il y a un financement qui marche bien, mais structurellement, c'est quand même assez négligeable, ces incitations, une fois qu'on est installé, j'entends. Pour tout, oui, c'était 1 000 euros pour toute la maison de santé. Nous, nos 80 professionnels de santé et nos 20 salariés. Donc, c'est très, très marginal. On a par ailleurs des choses qui se lancent. Il y a donc toute la démarche des articles 51 qui sont des expérimentations qui sont portées. Alors, nous, on est dans une expérimentation qui est portée au niveau national par l'assurance maladie et la délégation interministérielle de lutte contre la pauvreté,
justement qui a vocation en fait à financer des structures en QPV, donc en quartier politique de la ville, avec vocation de lutter contre les difficultés d'accès aux soins, les difficultés d'accès aux droits, de permettre une meilleure prise en charge dans des quartiers. On est fan de cette expérimentation, on est dedans depuis 2 ans et on reviendrait en arrière pour rien au monde. Mais ça reste une expérimentation qui est ouverte à 26 structures au niveau national. On n'a aucune idée de ce qui va se passer dans 1 an quand elle sera terminée. Enfin, voilà. On est encore sur un balbutiement de quelque chose qui, idéalement, deviendra hyper pertinent et aura un impact assez large, qui, malheureusement, structurellement, là, écarte la ruralité. Parce qu'on est strictement sur des quartiers politiques de la ville qui sont en très grande majorité dans des centres périurbains. Dans les points où je pense qu'il y a des choses à travailler, moi je m'attarderai un peu sur l'accompagnement, mais en fait l'accompagnement peut-être bien plus en amont avec la question de la formation. Typiquement les IPA. IPA en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une vingtaine d'infirmières qui sortent formées par an. Une vingtaine d'infirmiers pour toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le jour où chaque médecin général, où chaque médecin généraliste aura une infirmière de pratique avancée avec laquelle travailler, c'est pas demain. Un membre de l'audience en a parlé, hein, de travailler l'interprofessionnalité dès le berceau, hein, dans les études. Il y a des facs où ça se fait, ça devrait être une partie intégrante de tous les diplômes de santé. Et après, structurellement, c'est un débat qu'on a beaucoup avec un membre de la FEMASORA qui est à Clermont et qui est impliqué dans le département de médecine générale. Si les étudiants en médecine, prenons ce cas spécifique, ne sont formés que dans des grands centres urbains, c'est le cas, hein, les facs de médecine ne sont que dans des centres urbains. On va mettre de côté toute l'analyse sociologique des étudiants en médecine et de pourquoi ils réussissent et qu'eux-mêmes sont déjà issus principalement des grands centres urbains. On le met de côté. Même s'il y aurait beaucoup à faire là-dessus. Si on les fait passer, si on enlève l'internat parce qu'ils font des stages, on peut espérer qu'ils fassent des stages ailleurs qu'à l'hôpital, et puis ailleurs qu'en ville. Mais bref, ils passent 7 ans dans un grand centre urbain. En 7 ans, on a construit sa vie. On a son réseau d'amis, on a sa femme potentiellement, ou son conjoint, on a ses enfants qui sont scolarisés potentiellement. Comment on sort de ça ? Il y a une réflexion à avoir de se dire comment on forme les gens là d'où ils viennent. Si on veut plus de médecins dans les quartiers, enfin dans les villages, etc., peut-être qu'il faut qu'eux puissent être formés et vivre dans ces espaces-là, ce qui est actuellement impossible, d'autant plus quand on passe 50, 60, 70 heures par semaine sur notre lieu d'enseignement. Voilà. Oui, alors... effectivement, l'usager, on lui demande beaucoup de choses. On lui demande des cotisations sociales, on lui demande des suppléments d'honoraires, on lui demande des impôts qui financent justement des expériences, et pourquoi pas. Il finance aussi ses mutuelles, parce qu'il les paye, ces mutuelles, et elles augmentent, les mutuelles. Et en plus, ces mutuelles qui couvrent maintenant les dépassements ou qui couvrent... je dirais des franchises qui arrivent. Hein. Les franchises, c'est un élément supplémentaire. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est dans ce que payent effectivement les usagers. Ça veut dire que quelque part, ces usagers ont, on l'a dit un peu tout à l'heure, quelques exigences par rapport à leur santé publique qu'ils financent. C'est une réalité. Alors, les exigences, effectivement, c'est pas, je dirais, une sectorisation bête et méchante. C'est effectivement de réfléchir un petit peu plus sur l'implantation des médecins, parce que le conventionnement leur garantit quand même un revenu à ces médecins, ce qui est normal d'ailleurs, hein, dans la mesure où on leur demande un service. Mais ce conventionnement pourrait être territorial, et en particulier dans des zones surdotées, on devrait ne plus demander l'implantation du secteur 1. Voilà, ça c'est déjà une première demande. La deuxième, c'est que dans les zones sous-dotées, par contre, l'implantation pourrait être libre, bien entendu, ça nous paraît normal. Mais les exigences de l'usager, c'est qu'effectivement, on puisse avoir une implantation de médecins
dans des zones au moins sous-dotées, mais pas forcément, puisqu'on sait que dans les banlieues, y compris des grandes villes, il y a des problèmes, ou dans des gros bourgs, il y a des problèmes. J'ajouterais que c'est aussi... On a parlé tout à l'heure, effectivement, d'une politique territoriale. Cette politique territoriale, elle ne vise pas seulement la santé. Les médecins l'ont bien dit, si je n'ai pas d'école, si je n'ai pas de loisirs, si je n'ai pas de possibilité, en fait, autour de moi, d'avoir une certaine valorisation culturelle ou touristique, pourquoi pas. Mais quelque part, je ne vais pas venir dans un lieu qui ne m'intéresse pas. D'autant plus qu'actuellement, rien n'est fait pour les y inciter. Après, il y a des investissements. Alors, on l'a dit, la Cour des comptes fait le constat, tout simplement, d'année en année, d'un déversement de fonds publics que j'appellerais, moi, à fonds perdus sur des expérimentations. Il y a eu, à la fac de Clermont, et je le sais, des essais de conventionnement, enfin, ou plus exactement, d'accords avec des étudiants pour qu'ils s'implantent localement. Il y a eu, je ne sais plus, mais c'était dérisoire le nombre d'étudiants qui étaient intéressés par cet accord avec la faculté. Et pourtant, c'était effectivement une des solutions. Quelque part, je crois qu'il y a quand même des choses à voir. Et puis, plus globalement, alors les IPA, on a parlé des IPA, moi je dirais qu'il faut aussi que les médecins les acceptent. Je sais que certains médecins n'acceptent pas de travailler avec des IPA, que désormais les infirmières qui avaient envisagé de sauter le pas et de passer dans cette filière le refusent parce qu'elles se rendent compte que la collaboration avec les médecins est difficile. Alors vous les acceptez gentiment et à bras ouverts, voilà. Non, mais dans les maisons de santé. Vous les acceptez peut-être à bras ouverts. Je peux vous dire que dans la médecine libérale actuelle, ce n'est pas le cas. Alors, toutes ces expérimentations qui sont, pour moi, des bonnes solutions. Une IPA, c'est à la fois une promotion pour l'infirmière, une intégration dans le milieu social, un pont entre les usagers et la médecine et l'hôpital. Mais quelque part, ça n'est pas forcément intégré dans l'action qui se mène au niveau de la politique de santé. Et puis, globalement, je dirais qu'il faut peut-être aussi envisager une médecine à la personne et non plus une médecine à l'acte. Et ça, c'est un grand bouleversement culturel, psychologique, financier. Il faut effectivement, moi je trouve qu'au lieu de se battre effectivement pour des visites à 30 €, moi j'aimerais bien qu'on se batte pour une prise en charge de la personne à la fois sur la prévention, et sur la durée, au niveau du traitement. Actuellement, on a une médecine curative. Et on ne fait que du curatif. On a implanté des structures de soins, et c'est bien sûr qu'il les faut, ces structures de soins, mais parce qu'on n'a pas réfléchi en matière de prévention. La prévention, c'est l'alimentation, c'est regarder ce que mangent les jeunes enfants, c'est comment ils sont traités psychologiquement, comment ils sont dans les réseaux sociaux, dans des structures qui psychologiquement les intègrent dans une sorte de mentalisation qui les rendent parfois très addicts, y compris alimentairement d'ailleurs. Et quelque part, je crois qu'il y a réellement un travail préventif à faire. Et ça demande là aussi que les pouvoirs publics s'en occupent. Quand on a des publicités télévisées, quand on a plein de choses comme ça qui interviennent, ça conditionne les gens. Ça conditionne d'abord les enfants, mais ensuite, ça conditionne aussi les adultes. Et moi, quelque part, j'aimerais bien qu'on réfléchisse plus en matière prédictive que curative, c'est-à-dire la prévention avant le curatif, ou plus exactement en complément du curatif. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous le dites, il y a à la fois tout ce qui va être prévention, santé globale. Merci, parce que c'est très riche d'enseignements et on va justement permettre 2 questions. On va rester dans le timing. Alors, je vais aller de ce côté-là, parce que c'est vrai que j'ai un vrai prisme. Je voudrais revenir sur l'expérimentation au sein de notre région, sur les centres de santé, et finalement l'embauche par les collectivités territoriales au sein des zones les plus sous-dotées.
par les collectivités, donc de salariés médecins, puisqu'on n'en a pas forcément parlé. C'est une forme de coercition, finalement, d'embaucher par les collectivités des professionnels de santé. Je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur cette expérimentation. Voilà, je prends la deuxième question et puis ensuite... Non, allez-y. Allez-y, oui. Je ne vois pas ça comme une coercition, hein, c'est plutôt là dans les formes d'accompagnement. On offre un poste, s'il y a quelqu'un qui le prend, il le prend. Et c'est là où ça pêche, j'ai l'impression. C'est que il y avait, je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, hein, il y avait deux formules. Il y avait une formule mobile avec un médecin qui passait de centre de santé en centre de santé sur tout le département, et puis d'autres fixes. Voilà. Est-ce que ça correspond à la vibe en ce moment, enfin la mode entre guillemets, qui est chez les médecins en ce moment de se mettre en centre de santé? Je sais pas, moi je suis administrateur d'un centre de santé, hein, donc je soutiens fortement les centres de santé, mais voilà, c'est pas les structures qui ont le plus la hype en ce moment. Est-ce que c'est une chose, je suis très mal placé pour savoir si c'est bien ou pas. Le fait que le département s'implique sur ces sujets-là, le fait qu'il y ait quelque chose en tout cas qui soit fait pour ça, moi je trouve que c'est très bien. Est-ce que c'était la bonne solution? Je serais très mal placé pour répondre. Juste, je pense que le salariat, ça répond vraiment à une volonté de conciliation vie pro, vie perso. Donc, c'est vraiment cette aspiration-là dont on a parlé beaucoup. Par contre, moi, ça m'interroge un peu. On revient au risque, en fait, il n'y a personne qui pilote dans l'avion. Et en fait, il y a une surenchère d'appels de plein de collectivités à venir hey, je vous offre un emploi. Mais dans ce cas-là, ça va être une concurrence et une surenchère à la concurrence entre les collectivités pour attirer des professionnels. Et ce n'est pas nécessairement corrélé aux besoins, à la répartition qui serait souhaitable pour la santé publique et pour la population française. Donc c'est juste, le risque, c'est qu'on voit cette surenchère en fait, actuellement des collectivités proposer un local ou un exercice salarial. Mais est-ce que vraiment, comment on va faire en fait pour organiser tout ça, merci, et puis même pour s'assurer qu'en fait, on vide pas, on déshabille pas Paul pour habiller Jacques en fait. Donc voilà, c'est toujours... faisons attention aux effets peut-être collatéraux de ça, en fait. Et puis ensuite, est-ce que c'est pérenne aussi? Voilà, quelle est la pérennité? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut se poser en interconnexion, en fait, sur le territoire, au-delà du territoire de la collectivité. Alors sur le territoire puy-de-Dôme, on a effectivement aussi le conseil départemental qui porte des centres de santé, donc un centre et plusieurs antennes. Clermont-Ferrand bénéficie de la présence d'une antenne sur le territoire. C'est un partenariat avec la ville qui a permis la mise en place de cette structure et qui a permis sur un quartier prioritaire de la ville d'amener ce soin et une équipe de médecins qui s'inscrit visiblement, durablement, en tout cas sur le territoire et avec une vraie démarche militante aussi, et des partenariats très qualitatifs avec l'assurance maladie qui orientent vers cette structure les patients, les patientes qui n'ont pas d'accès médecin traitant et qui sont porteurs de maladies chroniques sur le territoire et qui sont en difficulté à passer des appels régulièrement à plein de cabinets pour trouver du soin, tout simplement. Donc, d'un point de vue qualitatif, c'est vraiment intéressant pour le patient et pour les professionnels, visiblement attractif aussi. Et la ville de Clermont a fait le choix de s'investir aussi sur d'autres quartiers désertés, on va employer le terme aussi, malgré le fait qu'on soit en milieu urbain et avec une densité plus importante et avec les services d'enseignement, de formation des professionnels de santé sur place. On a aussi ces quartiers qui pâtissent de l'absence de soins médicaux et parfois paramédicaux. Et la ville, du coup, s'empare de ce sujet avec un projet de développer justement du salariat et une activité de centre de santé municipale. Et c'est pas sans se poser les questions justement de cohérence territoriale et de risque de concurrence entre les différents dispositifs qui existent, et non pas du tout dans un enjeu de surenchère. C'est justement d'agir en complémentarité, en bonne entente avec les autres acteurs qui portent ces missions-là aussi sur le territoire, qui ont souhaité s'en emparer, pour éviter justement d'amener une perte de lisibilité et un enjeu de surenchère impossible et infini pour les professionnels de santé. Donc il y a vraiment une envie de se coordonner et de ne pas jouer à qui va payer plus le médecin, qui va offrir quel service en plus, pour essayer justement d'éviter
ce recul sans aucun doute, parce qu'on est là pour amener des solutions, et si au contraire on amène de la complexité, c'est loin d'être positif. Merci, on va prendre une Oui, la dernière question là-haut. Bonjour, moi je suis Virginie Balagui, je suis cadre de santé et étudiante à l'IFROS. Merci d'abord de la richesse des échanges. Moi j'ai une question concernant du coup la régulation sur le conventionnement. Et quand on parle de dommages collatéraux, je m'interroge quand même sur ce qu'a dit monsieur Alexis Bouchalet sur ce qui est envisagé en 2027 sur la régulation des conventionnements sur les paramédicaux et non les médicaux. Et du coup, est-ce que ça ne va pas engendrer une baisse encore plus d'attractivité des paramédicaux et on va se retrouver au final avec une situation encore plus dégradée? Sur les infirmiers et les masseurs-kinés, il y a déjà en fait une régulation qui est ancienne. Donc, c'est-à-dire que dans les zones surdotées, et ça se joue même voilà, pharmacien, c'est déjà en œuvre en fait. Donc, dans des zones surdotées, personne ne peut s'installer à moins d'un départ. Voilà, donc c'est déjà la règle. Après, c'est les chirurgiens dentistes, donc c'est la première profession médicale qui va avoir une régulation à l'installation. Donc, c'était une grande victoire. Pour nous, assurance maladie, parce que ça s'est joué dans le cadre de la négociation conventionnelle. Donc là, pour le coup, dès 2026, on va dire aux chirurgiens dentistes, comme pour les masseurs-kinés et les infirmiers, vous ne pourrez vous installer en zone surdotée que s'il y a un départ. Pour nous, c'est un premier pas, une première victoire. Après, pour le reste, ça se joue au-delà de l'administration publique et l'assurance maladie. C'est des débats très politiques sur la régulation au conventionnement, mais en fait, c'est pas la panacée, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut observer, et du coup, on essaie de trouver d'autres mécanismes. Par exemple, pour les masseurs-kinés et les infirmiers, il y a des effets d'aubaine. On régule à certains endroits et du coup, ils se mettent en périphérie des zones surdotées, ils s'installent et ils font la majorité de leur activité dans la zone surdotée. Donc, on fait des contrôles, on essaye de pallier à ça, de dire, non, en fait, vous ne pouvez pas faire ça, et puis il y a des sanctions, mais la régulation et ça marche pas. Il y a plein d'analyses comparatives aussi dans d'autres pays. En Allemagne, c'est le cas. Donc, il n'y a pas de conventionnement en zone 1 pour les médecins sur un territoire s'il y a trop de médecins. Et en fait, ils se mettent en périphérie. Donc, voilà. Donc, c'est toujours... Je pense qu'il faut allier plusieurs mécanismes. Après, je laisserai la parole, mais ça peut être quand même un bon levier. Mais il ne faut pas que ce soit le seul, en fait. Merci, Monsieur Rousset. Oui, merci beaucoup. Oui, juste en complément, pour vous dire déjà que le conventionnement sélectif, il est, sur le cas des infirmiers-infirmières, il est en place depuis 2008. Ça fait 16 ans. Donc si ça décourageait, si ça faisait fuir de l'exercice libéral un certain nombre de professionnels, ça se saurait. Si on continue à le renouveler depuis 2008, c'est que manifestement, ça répond aux besoins de tous, y compris des professionnels. Et comme vous l'avez dit, madame, le conventionnement sélectif, dans tous les cas où ça a été mis en place, c'est le résultat d'une négociation conventionnelle entre l'assurance maladie et les syndicats de professionnels. Donc on n'impose pas. C'est une coercition négociée. Ben oui, mais c'est important. C'est bien d'être C'est important parce que elle est négociée, par exemple dans le cas des infirmiers, en contrepartie de l'augmentation du tarif des actes et d'autres choses. Donc j'y trouve aussi mon compte. Voilà. Donc c'est par rapport. Alors, est-ce que les syndicats représentent les professionnels ? Ça, on pourrait consacrer la journée à ça. Vaste sujet. Mais en tout cas, les représentants de la profession ont accepté cela en contrepartie d'un certain nombre de choses. C'est aussi important de l'avoir à l'esprit. Merci pour ces compléments.